Réagissant à notre publication à travers le journal La Semaine africaine, paru le 29 mai 2018, la direction politique, semble-t-il, a fait un communiqué de presse sous forme de mise au point, pour redire en réalité ce qu'ils avaient déjà dit dans leur communiqué datant de, je crois, de la première semaine du mois d'avril. Bon, la direction politique dit que les signataires de cette lettre sont une minorité parce qu'ils ne sont que 48 sur près de 385 membres du Conseil national. Ensuite, parmi les signataires de cette lettre ouverte, il y a des gens qui sont sanctionnés. Ensuite, il y a des camarades qui ont perdu les élections, donc qui, selon la direction politique, n'ont plus le droit de s'exprimer au sein du parti parce qu'ils ont perdu les élections. Ça veut dire qu'ils sont, qu'est-ce qu'on dirait, dans le ressentiment. Bon, en dehors de ça, il y a des gens qui ont rejoint une autre catégorie qui a rejoint les partis de la majorité présidentielle. Il n'y a que la direction politique qui les connaît. Mais il y a quelque chose qui nous désole quand même. Ce qui nous désole, c'est de constater qu'une direction politique se rougisse et se battent même les mains pour constater l'échec de ses propres cadres à différentes élections, alors que les conditions ont été créées, les conditions de leur échec ont été créées par le premier secrétaire lui-même. Et il le sait bien. Ensuite, il y a une autre catégorie, les indisciplinés. Mais moi, je veux qu'on me donne un sens à cet adjectif. Qui est indiscipliné? Est-ce le premier secrétaire qui trahit nos idéaux? Depuis la naissance du parti, depuis le dernier congrès de 2013, nous avons pris un certain nombre d'engagements devant nos militants et devant la nation. Qui est indiscipliné? Est-ce lui qui trahit ses engagements? Ou les militants qui constatent qu'effectivement, il n'est plus conforme, son comportement n'est plus conforme à la ligne que nous avons tous définie au Congrès, et qui le retoque pour qu'il retrouve le droit chemin? C'est qui l'indiscipliné? Nous voulons bien comprendre. Il a pris un certain nombre de sanctions contre les camarades, mais qui est indiscipliné? Mais logiquement, si nous étions encore sérieux, c'est lui qui devait être sanctionné. Nous lui demandons des comptes. Nous lui disons sa conduite n'est plus celle qui était la sienne avant les élections présidentielles. Après les élections présidentielles, il a changé de comportement et nous avons des preuves pour dire qu'il est en collision avec le pouvoir au détriment du parti. Qui doit être sanctionné? Qui devait être sanctionné? Entre lui, qui trahit le parti, et nous, qui restons conformes aux engagements pris par le parti au Congrès 2013. C'est pour ça que je trouve tout ça ridicule. Et en plus, pourquoi le premier secrétaire ne comprend toujours pas, lui et ses amis, qu'il n'a plus le droit de prendre des décisions majeures pour le compte du parti parce qu'il est désormais hors mandat? Le 13 juin prochain, ça fera 1 an que lui il est hors mandat. Mais il devait comprendre qu'en démocrate, il ne peut plus prendre des décisions majeures à la tête du parti. Il devait tout simplement créer les conditions pour convoquer le Congrès. Mais dans l'hypothèse où nous n'ayons toujours pas d'argent, ça veut dire qu'il restera là éternellement. Si dans 10 ans nous n'avons toujours pas d'argent pour organiser le Congrès, quelle est la loi dans les statuts, quel est le règlement, quel est l'article dans les statuts, le règlement intérieur qui lui donne droit à un mandat éternel parce qu'il n'y a pas d'argent? Et puis s'il n'y a pas d'argent, qui est responsable de cette situation? Il n'a jamais budgétisé le Congrès, alors qu'il avait à sa disposition près de 500 millions du parti. Pourquoi il n'a jamais budgétisé le Congrès pendant qu'il y avait encore de l'argent issu de la vente du siège? Ça veut dire qu'il avait un plan, ce n'était pas sa préoccupation. Donc on ne peut pas nous dire, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas faire ce que réclame le Congrès, non qu'à côté de l'argent. Non, mais l'argent pour organiser le dernier Congrès est venu d'où? Aujourd'hui, les prévisions nous disent
pour organiser le prochain congrès, il fait à plus de 250 millions. Mais quand on lui dit que c'est les parlementaires qui cotisent, nous avons 8 députés pour 2 sénateurs. 10 parlementaires peuvent financer un congrès à hauteur de près de 300 millions. S'ils ne sont déjà pas capables de financer un conseil national qui tourne autour de 22 millions. C'est pas ça la vraie question. C'est de la diversion. Maintenant, moi je veux bien savoir. Nous disons que le premier secrétaire est en collision avec le pouvoir. Je vous prends un exemple tout à fait concret. Sur un total de 131 conseillers départementaux dans le Niari, l'UPADES n'en a que 23. Comment avons-nous fait pour gagner le poste de vice-président du conseil départemental de la Niari? Comment avons-nous fait? Comment nous avons créé cette majorité-là? Et je veux bien qu'on me démontre. Ensuite, j'ai vu la vidéo tournée par le camarade Dadié Yedikissa à Paris, où il dit un certain nombre de choses injustes et anormales. Mais je crois que le camarade Yedikissa fait partie de ceux qui devaient apprendre à se taire. Mais pour une raison tout à fait simple. Il est candidat au conseil départemental, je crois, du district de Madingou. Il échoue. La Bouenza compte 131 conseillers départementaux. L'UPADES, sur les 131 conseillers départementaux, n'en a que 16. Comment a-t-il fait pour se faire élire sénateur? On peut supposer que dans la Bouenza, il y a eu un regroupement, je ne sais pas sur la base ou familiale, ou tribale, ou départementale. Je peux consentir cela. Mais au niveau du bureau du Sénat, le camarade Yedikissa peut nous dire comment il a fait pour se retrouver au bureau du Sénat. Le Sénat national compte 72 sénateurs. L'UPADES n'en a que 2 au niveau national. Donc nous n'avons même pas le droit d'avoir un groupe parlementaire au Sénat. Et pour avoir un groupe parlementaire au Sénat, il faut 5 sénateurs. Comment a-t-il fait pour se retrouver au bureau du Sénat national? Donc, sur 72 sénateurs, nous en avons 2. Les 70 là, ce sont les conseillers, les sénateurs du pouvoir. Comment a-t-il fait pour s'y retrouver? Si le premier secrétaire n'a pas passé un deal avec le parti au pouvoir, on nous demande les preuves. Prouvez-nous que le premier secrétaire a une collision avec le pouvoir. Mais je pose la question aux camarades Dadié Yedikissa et au premier secrétaire. Dites-nous comment le camarade Yedikissa s'est retrouvé au bureau du Sénat si vous n'avez pas un deal avec le PCT qui est le parti majoritaire dans le pays et qui a 70 sénateurs qui votent au Sénat. Voilà toute la question. C'est ça la question. C'est pour ça que nous disons, le vrai indiscipliné, c'est le premier secrétaire Pascal Tchatima Biala, qui est en train de trahir tout ce que Pascal Lissouba a laissé. Mais dites-moi, de vous à moi, vous êtes sûr que Pascal Lissouba, à la place de Tchatima Biala, placé dans les mêmes conditions, se serait comporté de la même façon? C'est pour ça que nous disons, entre nous qui voulons une UPADES forte et débarrassée de toute influence extérieure, et le camarade Tchatima Biala et ses amis, qui ont une intelligence avec le pouvoir, quels sont ceux qui sont sur le droit chemin? Nous avons un canevas, il a été tracé par Pascal Lissouba, nous le savons. Jusqu'à présent, il n'y a personne pour remplacer Pascal Lissouba. C'est tout. Donc qu'on ne nous divertisse pas. Qu'on ne nous divertisse pas. Il faut que le camarade Tchatima Biala sache que nous avons appelé au Congrès parce qu'il est de notre droit en tant que militant. Ça peut être fait par une seule personne, ça peut être fait par plusieurs personnes. Ça a le même sens. Ce qui compte, c'est le fond. Un simple citoyen peut écrire au président de la République sur les questions qui lui tiennent à cœur. Combien de fois près de 50 personnes? Mais nous savons bien que pour que nous tenions le Congrès contre l'avis du premier secrétaire, il nous faut une majorité de 2 tiers. Nous appelons au Congrès en passant par son interpellation, parce qu'il n'est plus sur le droit chemin.
C'est tout. Maintenant, le camarade dit ça, je pourrais terminer par lui, c'est un grand frère. Y compris le camarade Leyinda. Mais le camarade Leyinda est né dans le district de Mayoko, district où est né le président fondateur. Il est élu comment? Théoriquement, avec une avance de 4 voix. Moi, je me suis dit qu'ils sont allés à Paris pour faire du tourisme. Et ils se retrouvent en réunion auprès d'une dizaine de personnes pour dire, nous avons parlé à la coordination. Coordination Europe-Amérique. S'il vous plaît, coordination Europe-Amérique. Donc une coordination qui représente et l'Europe et tout le continent américain. Ils sont autour de 12. Donc nous disons, tout ceci est une farce. Nous sommes sur le droit chemin. Nous avons dit, le premier secrétaire a de comptes à rendre au parti. Nous appelons vivement au Congrès qu'on ne nous divertisse pas. J'en ai terminé.